merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour ce second webinaire un petit peu spécial qui est donc intitulé Comment maintenir la sécurité de mon système d'information en période de confinement. Aujourd'hui, du coup, je serai accompagnée de 3 personnes pour parler, pour expliquer et pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Donc si on peut juste passer à la slide suivante, je vais vous les présenter. Donc premier intervenant pour aujourd'hui, c'est Guillaume Petit. Alors il y aura 2 Guillaume aujourd'hui, ce qui risque de créer un petit peu de confusion, surtout pour moi, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour vous. Donc Guillaume Petit qui sera notre premier intervenant. Je te laisse te présenter, Guillaume, peut-être en quelques mots. Oui, bonjour, Guillaume Petit. Donc, je suis ingénieur d'affaires à l'agence d'Aix-en-Provence, en charge notamment des entreprises. Et aujourd'hui, je serai en charge de faire part des retours qu'on a de nos différents clients et prospects concernant la sécurité. Ok, très bien. Donc, deuxième personne qui va intervenir avec nous aujourd'hui, c'est le deuxième Guillaume, donc Guillaume Coq. Je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour, je suis Guillaume Koch, je suis architecte technique à l'agence de Aix sur toute la partie Office 365 et Exchange avec en plus une petite couche sur la partie sécurité et Vim pour Office 365. Super, merci beaucoup Guillaume. Et troisième intervenant, notre directeur des opérations Grand Sud, Jeff, je te laisse te présenter. Donc Jeff, comme tu dis, donc directeur des opérations Grand Sud, et j'interviens aussi en conseil auprès des clients pour tout ce qui est gouvernance, transition vers le cloud, et entre autres la partie cybersécurité. Ok, du coup on est là tous les 3 aujourd'hui pour discuter un petit peu de cette logique de sécurité. On a beaucoup d'inquiétudes qui sont remontées de la part de nos clients en ce moment parce qu'on a des environnements qui sont peut-être un peu moins sécurisés que d'habitude, ou en tout cas on a des équipes qui sont un peu éloignées de leur poste habituel. Donc avant de commencer, et je veux bien qu'on avance sur la slide suivante, on va peut-être expliquer, Jeff, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un peu quand on parle de sécurité, de quoi est-ce qu'on parle et quels sont les grands pôles qu'on va aborder aujourd'hui et qu'on aborde de manière générale quand on parle de sécu. Alors en principe, quand on parle de sécurité du système d'information, on va évoquer 3 principaux piliers. Normalement, il faut faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en premier, on va commencer par analyser les risques potentiels auxquels le système d'information pourrait être soumis, de manière à définir et écrire les règles de sécurité que l'on souhaite mettre en place. Par exemple, on pourrait identifier que on a un certain nombre d'utilisateurs qui ont besoin de privilèges élevés et que ces utilisateurs-là sont très souvent en situation de mobilité avec leur smartphone. Donc, on va par exemple écrire une règle comme quoi, pour toute connexion depuis le smartphone, on va faire ça sur des smartphones qui sont gérés par l'entreprise et protégés par une politique. Voilà. Donc, on va commencer par écrire toutes ces règles-là. Une fois qu'on a écrit ces règles, alors, normalement, ça s'appelle une PSSI, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à un document à la norme ISO 27 quelque chose. On peut simplement faire ça dans un tableau Excel. Et en face de chaque règle, ensuite, on va devoir écrire quels sont les contrôles que l'on va mettre en place. Donc, soit les solutions techniques, soit les contrôles a posteriori qui vont nous permettre d'identifier si on est en conformité avec les règles de sécurité que nous avons écrites. Donc, première chose, on écrit les règles. Deuxième, on écrit les contrôles. Et dans ces contrôles, donc, ce sont les processus, les outils, les solutions qu'on met en place qui vont nous permettre donc d'analyser et d'analyser de manière régulière, voilà, la conformité par rapport à une règle de sécurité. La troisième partie, qui est la partie aussi essentielle, évidemment, ça va être la communication et la sensibilisation auprès des utilisateurs. On a souvent l'habitude de dire que du coup, le maillon le plus faible de la sécurité dans l'entreprise pour le système d'information, ça reste l'utilisateur. Et c'est lui qui va vraiment falloir sensibiliser, il va falloir faire des campagnes de communication, de l'accompagnement au changement. Et ça, c'est un point très, très important dans la sécurité. C'est-à-dire que si jamais on pourrait mettre toutes les règles que l'on veut et tous les contrôles, si on n'a pas ce rôle de communication très régulière avec les utilisateurs, au bout d'un certain temps, les règles, elles vont être oubliées et les gens, ils essaieront de passer à côté. Voilà. Ok, merci. Et du coup, dans ce contexte qu'on a actuellement, qui est une période de confinement à cause d'une épidémie, j'imagine, et peut-être qu'on va passer aussi à la suite, qu'on a des choses différentes à prendre en compte. Le contexte est un petit peu spécial. Alors, tout à fait, effectivement. Oui, Jeff. Ouais.
comme tu veux. Oui, si, non, mais Jeff, c'est très bien. Continue sur ta lancée, on change. Donc effectivement, bon, les trois piliers dont j'ai parlé avant doivent prendre en compte une situation de télétravail. Donc, soit les entreprises avaient une maturité déjà en termes de sécurité du système d'information et dans leur PSSI ou dans leurs règles de sécurité, comme je dis, qui peut être un simple fichier Excel, il y avait déjà les notions de télétravail. Si c'est pas le cas, mais très vite maintenant il faut les écrire parce qu'effectivement on a énormément de monde qui est en confinement, donc du coup en télétravail. Et le fait donc d'être en télétravail, on va voir que finalement ça augmente de manière très considérable tous les risques pour le système d'information. Ça c'est la première chose. Mais du coup, tous ceux qui s'amusent à hacker, à faire des dénis de service et ce genre de choses-là, ils ont bien compris et ils en profitent. Ça veut dire que depuis le confinement, alors que ce soit dans n'importe quel pays, on a une recrudescence finalement de la cybercriminalité, que ce soit par des tentatives de phishing, des attaques de déni de service. En ce moment, il y en a plein sur les environnements hospitaliers. Donc vraiment, toutes ces personnes-là en profitent. Donc il y a deux choses, effectivement, tout le monde qui est en télétravail et deux, du coup, tous les hackers et autres équipes diverses et variées en profitent pour aller essayer de piquer les identités, essayer de faire du ransomware, d'aller récupérer des comptes bancaires et ce genre de choses. Ok, merci Jeff pour ces précisions sur les choses qui se rajoutent et le contexte actuel. J'en profite parce que je ne l'ai pas encore dit sur ce webinaire, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Donc vous avez une petite boîte de chat sur la droite de votre écran qui doit vous permettre de pouvoir communiquer avec nous. Donc n'hésitez pas à le faire et on se fera un plaisir de répondre à vos questions en parallèle, donc au fil de l'eau. On a aussi des questions qui nous ont été données en amont de ce webinaire et qu'on a intégrées dans la présentation, mais avant d'y venir, je voudrais juste peut-être donner la parole à Guillaume Coq. Je sais que tu as eu plusieurs clients, peut-être au téléphone ces dernières semaines, qui t'ont remonté certains risques qu'ils voient ou qu'ils ont dû au confinement. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être ? Oui, là, ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de clients qui ont rencontré, eux, des problèmes d'attaque de phishing, avec une grosse recrudescence de phishing les dernières semaines, voire 50 à 60 000 mails par jour reçus pour certains clients. J'ai eu aussi des multiplications de tentatives de connexion. C'est-à-dire que énormément d'utilisateurs ont eu des tentatives de connexion depuis des pays autres que la France, comparé à ce qu'ils avaient d'habitude, où ils avaient moins d'une dizaine de tentatives par mois. Là, ils sont à plus de 200 voire 300 tentatives semaine. Donc, il y a eu une grosse recrudescence d'attaques de connexion pour les utilisateurs. Ok. Guillaume Petit, du coup, je veux bien que tu nous donnes aussi, peut-être si tu as eu d'autres retours de tes clients qui sont différents ou similaires, peut-être. Je ne sais pas ce que tu peux... Essentiellement, alors effectivement similaire, hein, l'augmentation notamment du phishing, ça c'est très régulier. Quasiment quotidiennement, ils sont confrontés à ce type d'attaque. La question qui se pose souvent, c'est parmi toutes ces attaques qui sont en forte augmentation, c'est identifier celles qui sont vraiment, enfin celles qui le sont de celles qui ne le sont pas, avoir les possibilités de rebondir et d'informer rapidement alors qu'ils ont été mis devant une situation de télétravail qu'ils ont dû mettre en place très rapidement. L'information n'était pas forcément facile à faire passer auprès des utilisateurs. C'est aujourd'hui un peu la problématique auquel ils sont confrontés. L'augmentation et aussi la réactivité par rapport à ces notions de télétravail. Ok. Et alors, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Je vais peut-être redonner la parole à Jeff sur les risques justement qui viennent d'être mentionnés par... ou les retours qui viennent d'être mentionnés par nos amis les deux Guillaume. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu plus de précision sur ces risques qui sont accrus ou ces points de vigilance qu'on doit garder en tête en période de confinement ? Oui, alors déjà, effectivement, la sécurisation du télétravail avant, c'était pas quelque chose des plus simples à mettre en place. Mais là, du coup, comme les gens donc
subissent, n'ont pas forcément choisi de rester à la maison. Quand je disais donc que les risques ont considérablement été augmentés, déjà, il faut savoir qu'effectivement, du moment qu'on se connecte depuis la maison, ça veut dire que on va utiliser tous les appareils domestiques. Et donc, une des premières choses que l'on va utiliser, ça va être la borne Wi-Fi de la maison qui, potentiellement, n'est pas un device sécurisé dans les règles de l'art. Il faut savoir aussi qu'on a tout un tas d'appareils domestiques qui se connectent à cette borne-là. Et du coup, même si on utilise un PC professionnel fourni par l'entreprise, malgré tout, il se connecte à cette borne-là et via les autres devices, du coup, il est possible de venir contacter ce PC et prendre la main dessus. Donc, ça accroît de manière très considérable, finalement, les portes d'entrée sur le système d'information. Ensuite, le deuxième point que l'on a pu constater, effectivement, c'est que, comme tout le monde, et je pense comme la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, il a fallu aller très vite. Et donc, il a fallu aller très vite et mettre très rapidement des utilisateurs en mode télétravail, mais avec un focus sur la continuité d'activité. C'est-à-dire qu'il fallait continuer à fournir le service. Et on va dire, tant pis pour la sécurité, quoi. C'est-à-dire il y a des systèmes qui ont été déployés et en avant, on envoie tout le monde comme ça. Et la sécurité, on en parlera peut-être. On verra après. Tard. Voilà. Disons, on verra après. Voilà, ça c'est un vrai souci parce que, comme je disais tout à l'heure, eux, les hackers, ils ont bien compris le truc et ils en profitent grandement en ce moment. Voilà. Et ensuite, du coup, le fait de déployer ces nouveaux services en télétravail, ou en définitive, globalement, on ne va pas se poser la question, c'est OK, vous avez besoin d'accéder au système d'information, vous accédez à tout le système d'information. Alors que la bonne pratique voudrait que finalement on réfléchisse, qu'on profile les utilisateurs et qu'on dise toi en télétravail tu ne peux accéder qu'à ça parce que tu n'as pas besoin d'accéder à plus. Donc tout ça du coup c'est tous ces nouveaux process finalement. Il faut bien penser que c'est pas parce que je suis en télétravail que je dois aller à l'encontre finalement des normes auxquelles l'entreprise pourrait être soumise. Par exemple dans le domaine domaine pharmaceutique par exemple on a des exigences de sécurité et de contrôle. Mais ces exigences-là, elles doivent être strictement les mêmes que l'utilisateur il soit au bureau ou qu'il soit en home office. Donc surtout, il ne faut pas perdre de vue ces exigences-là de contrôle parce que ça peut mettre en péril finalement l'entreprise à la fin. Ok, on va peut-être, merci Jeff, on va peut-être passer juste sur la slide à côté, juste après, qui reprend un petit peu ces risques et qui les explique un petit peu. Et là, je voulais voir si, Guillaume, peut-être tu te sentais de nous commenter cette slide qui a un nom pour moi un peu barbare, la Cyber Kill Chain. Elle me fait un petit peu peur, cette slide, mais est-ce que tu peux peut-être tenter de me rassurer et compléter ce schéma? Je pense qu'il manque des petites choses à l'affichage, Guillaume, peut-être un petit clic en plus. Excusez-moi. Autre Guillaume, voilà, d'un Guillaume à l'autre, c'est magnifique. Donc voilà. Complète. On va pas te rassurer, Lucille. Non, pourquoi? Non, c'est. Alors juste pour les gens qui nous regardent, je tiens à préciser que quand c'est Guillaume qui parle, soit vous voyez Jeff, soit vous ne voyez personne d'autre, parce que Guillaume ne peut pas mettre. Il a priorisé le son sur la vidéo suite à un petit problème de bande passante aujourd'hui. Donc la personne qui parle n'est pas la personne que vous voyez. Ça peut être un peu confusant, mais ça va bien se passer. Voilà. Vous me rassurerez Jeff pas, mais moi je me rassure en tout cas. Jeff n'a qu'une seule voix. Exactement. Donc, la Cyber Kill Chain, c'est une attaque, c'est une façon d'attaquer, c'est une attaque typique qui peut se propager dans les entreprises. Les points d'entrée, comme on peut le voir ici, sont l'utilisateur ou l'ordinateur. Donc, l'utilisateur peut être une attaque par phishing, un mail. Ce qui se passe souvent, c'est que dans une entreprise, vous avez un anti-spam, vous avez un anti-malware, vous avez un certain nombre de contrôles. Par contre, vous ne contrôlez pas ce que fait l'utilisateur sur son adresse mail personnelle. Et là, souvent, son adresse mail personnelle à lui n'est pas protégée. Donc, sur son équipement de travail, il va aller consulter des mails qui peuvent provenir, qui peuvent être malveillants et donc impacter son compte utilisateur et donc attaquer l'entreprise. On a des possibilités d'attaque de type 0D. Donc là, ça va être des attaques par des équipements faillibles. Vous êtes chez vous, vous avez potentiellement une caméra qui contrôle l'entrée de chez vous pour voir qui arrive, qui est en Wi-Fi. Cette caméra peut, elle, ne pas être sécurisée du tout. Et donc, on peut compromettre votre Wi-Fi et donc rentrer
sur votre Wi-Fi et éventuellement attaquer les ordinateurs de votre réseau d'entreprise. Donc une fois que l'utilisateur et le hacker sont entrés, on va pouvoir aller avoir une compromission. Donc là, le compte utilisateur est compromis. Et donc là, deux solutions se posent. C'est est-ce qu'on attaque les données en mode SaaS, donc là, tout ce qui va être tentative de connexion à des services Office 365 ou des services Azure, Amazon, Gmail, peu importe, tout ce qui n'est pas local à l'entreprise. Et donc là, la tentative va être d'usurper l'identité pour aller se connecter. L'autre attaque possible, c'est des mouvements latéraux. Et donc là, l'idée, ça sera d'aller récupérer des comptes utilisateurs sur d'autres ordinateurs pour pouvoir aller sur des comptes à fort privilège et donc compromettre l'intégralité de l'entreprise. Donc là, on est sur des attaques beaucoup plus techniques, mais qui arrivent. Et dans ce cas-là, on peut perdre complètement le système d'information. Mais tout rentre par l'utilisateur ou son équipement. La suite, souvent à donner, c'est l'exfiltration de données. Souvent, le but, c'est d'exfiltrer des données ou alors de paralyser l'entreprise. Ok, très bien. Jeff, est-ce que tu veux compléter quelque chose sur cette cyber kill chain qui est quand même un petit peu effrayante, je dois le dire? Non, effrayante, non, parce qu'en vérité, on aime bien, nous, utiliser ce schéma-là quand on anime nos workshops sur la sécurité, parce que c'est vrai que ça résume bien la situation, ça résume globalement ce qui se passe quand on fait, effectivement, quand on met en place les outils de surveillance et de traçabilité, ben, ça correspond aux attaques que l'on rencontre. Donc, voilà, ça résume bien. Ce qui est important, c'est aussi le bas de la slide, parce que du coup, effectivement, on a tout qui est résumé là sur une seule slide. C'est en bas, quels sont les systèmes que l'on va mettre en place pour détecter toutes les tentatives et bon, les vrais, voilà, ce qu'on appelle les menaces. Donc, les menaces, ce sont les tentatives qui sont en cours, mais qui n'ont pas encore abouti, puisqu'ensuite, on va parler d'événements de sécurité où là, il y a vraiment des actions qui sont à prendre. Donc, tout ça là, la ligne qui est en bas, ça va nous permettre de mettre en place les systèmes qui vont, nous permettre soit de détecter des comportements anormaux, de détecter des connexions depuis un emplacement inconnu, de détecter des attaques ou des menaces de type mouvement latéral, d'identifier si j'ai de l'escalade de privilèges, d'identifier si j'ai de la donnée qui sort de l'entreprise alors qu'elle n'est pas censée sortir. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir mettre en place, du coup, mais ça reste des règles sur la sécurité normale, mais il va falloir encore plus être vigilant, on va le voir juste après, sur l'importance de mettre en place les contrôles, voire d'accroître le nombre de contrôles que l'on va faire pendant cette période où on a quasiment tous les utilisateurs qui sont en télétravail. Il va falloir contrôler à minima tous ces points qui sont en bas sur la zone de détection. Alors, j'ai une première question, je crois qu'on le traite un peu après, mais ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. On a une question qui était de savoir si on peut recevoir des emails qui mettent en évidence les attaques sur Office 365. Donc, comme disait Guillaume tout à l'heure, le nombre de tentatives de connexion, les hausses du phishing. Ça, c'est quelque chose qui est possible, mais je crois qu'on en parle juste après, c'est ça? Alors oui, évidemment, on peut recevoir des emails, hein, c'est-à-dire que spécifiquement sur les environnements Office 365, on a tout un tas d'outils à notre disposition. Alors effectivement, on va y revenir après. Voilà. Alors juste aussi, il faut savoir que si vous n'avez pas les licences, vous avez toujours la possibilité de mettre en place un système avec une période d'essai de 30 jours. Oui, on va en parler aussi. Donc, voilà, ce qui permettrait de tenir déjà jusqu'au mois de mai. Hein, donc, faut pas hésiter à utiliser. Pour la logique de confinement, parce que c'est vrai ce que tu dis, Jeff, sur ce schéma, c'est valable en tout temps, hein, confinement ou pas Bien sûr, confinement. bien La sûr, cyber kill chain, on l'a déjà présenté ensemble pour d'autres événements qui étaient en dehors de périodes particulières. Mais du coup, dans cette période particulière, et je veux bien qu'on avance sur la slide suivante, on a vu un peu tous les soucis qui peuvent se passer, mais quels sont peut-être les gros piliers des bonnes pratiques pour maintenir la sécurité? Puis après, on va rentrer plus dans le détail, mais quelle solution? Je finis juste de répondre à la question. Donc oui, on peut mettre en place des outils, des contrôles et du coup se faire notifier par mail. Nous les premiers, hein, enfin voilà, moi je fais partie de ceux qui reçoivent les mails, les alertes de sécurité de l'entreprise. Et en ce moment, j'en reçois beaucoup. Ce que avant je ne regardais pas forcément. Là aujourd'hui, je les lis tous parce que je sais qu'on subit pas mal d'attaques. Donc oui, bien sûr, on peut être notifié. Alors, on va être notifié par défaut déjà. Il y a des règles. Il faut savoir que dans Office 365, on a des règles de sécurité qui sont déjà mises en place.
vous n'avez rien à faire. Hein, le simple fait d'avoir une tenante avec les services 365 dessus, déjà, vous avez des règles de sécurité et déjà, de base, vous allez recevoir des alertes. Et ensuite, vous pouvez, rajouter plein d'alertes en fonction justement des règles de sécurité que vous auriez pu écrire, comme on a parlé au début. Du coup, peut-être Guillaume, pour reprendre la parole sur la partie bonne pratique, les piliers, et puis après on rentrera dans les recommandations directes. Lequel de Guillaume? Lequel de Guillaume? Eh ben, comme tu le sens, Guillaume, si tu as envie de nous présenter les 3 piliers des bonnes pratiques pour maintenir la sécurité, tu peux. C'est OK. Allez, je vais vous en toucher un mot. Donc, en fait, il y a effectivement trois éléments importants par rapport aux bonnes pratiques. Il y a la communication sur les risques auprès des utilisateurs. Hein. Ça, c'est être autant faire se peut exhaustif sur les risques qui peuvent être encourus dans l'usage qu'ils ont de leurs outils. Bah, le renforcement des contrôles, Jeff en a parlé tout à l'heure avec les mails de notification qu'il faut être encore plus, comment dire, prudent et particulièrement pertinent dans leur lecture. Et évidemment, ces règles en matière de sécurité s'appliquent à tout le monde. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de possibilité d'avoir de passe-droit. Tu veux dire que je n'ai toujours pas le droit de ne pas avoir d'authentification multiple? Je peux toujours pas, moi, en bénéficier l'utile gras parce que ça m'agace d'avoir des notifications. Ça, c'est toujours pas possible en matière de sécurité. Il faut que la sécurité, en fait, le principe, c'est de dire, écrire la règle, et si la règle, c'est de dire que Lucille, elle n'a pas le droit au MFA, c'est qu'il y a certainement de bonnes raisons, et il faut s'y conformer. Lucille, vraiment désolé. Tant pis, c'est pas grave, c'est pour la sécurité, c'est le plus important. Non, mais c'est vrai qu'on blague un petit peu sur ce sujet d'authentification parce que c'est un petit peu plus contraignant que de ne pas en avoir, mais quand la communication est bien faite, je trouve, sur les risques, ça prend tout son sens. D'autant plus pour des utilisateurs qui ont beaucoup de droits, et c'est pour ça que c'est vrai qu'on l'a rajouté dans la slide parce je pense que c'est un vrai retour client que vous avez peut-être eu, vous tous les trois. Il y a souvent des clients qui disent oui, mais en fait, cette personne-là, on voudrait bien qu'elle ait le droit de faire ce qu'elle veut, ou voilà. Et en fait, c'est pas possible. Sinon, on crée des points de vigilance et des risques peut-être. Moi, j'ai régulièrement le cas où, lorsqu'on met en place de la sécurité, notamment de l'authentification multifacteur, où on me dit ouais, il faut pas que les VIP soient impactés, il faut leur laisser un maximum de libre choix. Non, au contraire, ce sont des personnes qui sont plus à risque que d'autres, donc ce sont sur eux qu'il devrait y avoir un renforcement de la sécurité, bien au contraire, en allant sur peut-être des choses plus transparentes pour eux, qui nécessitent d'autres licensings, mais au contraire, ils doivent être autant couverts, si ce n'est plus couverts que les autres utilisateurs. Donc il n'y a pas de passe-droit parce qu'on est le DG ou parce qu'on est le DRH ou autre. La sécurité, elle est valable la même pour tout le monde. Oui, et d'ailleurs, Christophe nous confirme très gentiment qu'il joue le rôle de DSI chez Progélis, que non, il n'enlèvera pas le MFA pour moi. Donc, on vient de faire la preuve par l'exemple qu'il n'y a pas de passe-droit en matière de sécurité. Même quand on est présentatrice de webinaire, on n'y a pas droit. C'est malheureux, mais c'est tant mieux. Est-ce qu'on peut peut-être avancer? Je pense qu'on a émis quelques recommandations qu'on peut donner aux utilisateurs quand on est DSI, responsable sécurité ou en charge de cette partie sécurité dans les organisations. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut-être veut les présenter. Alors oui, du coup, effectivement, ça, ce sont on va dire, des règles de bonne pratique, voire de bon sens, du moment que on utilise finalement le matériel de la maison. Comme on l'a dit, le fait d'être en télétravail dit que de toute façon, la chaîne de connexion va passer par du matériel de la maison. Et il va falloir s'assurer que l'on ne va pas à l'encontre des règles de sécurité que l'on s'est données. Alors, idéalement, effectivement, il faudrait que pour du télétravail, les utilisateurs disposent d'un périphérique qui est géré par l'entreprise, c'est-à-dire un portable ou un PC du domaine et qui se connecte depuis la maison en VPN et ce genre de choses-là. Malheureusement, je pense que ce qui est le cas de la grande partie aussi des personnes qui nous écoutent, il a fallu aller très vite pour mettre les gens en télétravail et du coup, il y en a beaucoup qui utilisent leur matériel personnel. Là, du coup, les quelques règles que l'on peut communiquer auprès des utilisateurs, c'est si possible, je dis bien si c'est possible, d'essayer quand même d'utiliser un périphérique dédié pour le télétravail.
Ça veut dire que si j'ai un PC à la maison, c'est lui qui va servir pour le télétravail et les enfants, je vais plutôt les mettre sur la tablette ou sur un smartphone ou sur autre chose, mais je vais essayer de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas du coup pendant cette période-là le PC. Alors, je dis bien c'est possible parce que ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs PC dans la maison. Mais à minima, il va falloir utiliser différentes sessions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir demander à l'utilisateur de créer plusieurs profils sur l'ordinateur. Un profil qui va s'appeler Pro, par exemple, ou Télétravail, sur lequel l'utilisateur va ouvrir sa session, va travailler à l'intérieur de cette session-là. Et ensuite, quand le reste de la famille va utiliser l'ordinateur de la maison, il va devoir utiliser une autre session. Donc ça, c'est à minima, si on ne peut pas avoir plusieurs périphériques, à minima, utiliser plusieurs sessions. Et on se protège de quel risque en faisant ça, justement en ayant plusieurs sessions ou plusieurs périphériques à la maison? L'avantage, c'est que du coup, on maîtrise ce qui se passe. Si jamais tout le monde utilise le PC de la maison et à l'intérieur de la même session, et on va voir tout à l'heure le point suivant, même le même navigateur, ça veut dire que quelqu'un qui va aller jouer à League of Legends ou autre va utiliser exactement le même environnement que celui qui nous permet d'aller travailler. Et potentiellement, ça fait une porte d'entrée supplémentaire. Ce qu'il faut bien dire, le but de la sécurité, c'est de réduire les risques. D'accord? Et le fait d'être en télétravail, ça augmente de manière très considérable ce risque-là. J'ai l'impression, Jeff, que tu as quand même des yeux un peu partout. Tu vois ce que font les utilisateurs des organisations et des entreprises qui se connectent. League of Legends, ça ne sort pas de nulle part. À mon avis, tu as des petites caméras chez nos clients et tu sais ce qui se passe dans la réalité. Oui, alors il y a savoir ce qui se passe dans la réalité, mais il y a surtout, je pense que Guillaume ne me contredira pas, du moment qu'on fait de la sécurité, on devient très vite parano, et du coup, on imagine tout ce qui pourrait se passer. Voilà. Donc, on se met dans toutes les situations possibles. Hein. Voilà. Donc, donc j'ai dit déjà, à minima, utiliser différentes sessions. L'idéal, ce serait même, si possible, sur le PC, à l'intérieur de la même session, d'utiliser plusieurs navigateurs et de dédier les navigateurs à une utilisation. Donc, par exemple, aujourd'hui, on pourrait utiliser Chromium, donc la nouvelle version d'Edge. On a Chrome aussi. On peut utiliser Firefox. Ça fait déjà 3 navigateurs qu'on peut installer et on peut les spécifier chacun sur une utilisation bien spécifique et surtout en garder un pour tout ce qui est télétravail. Parce que là, du coup, au moins, on est sûr de ne pas être embêté avec. D'accord. Donc, typiquement, par exemple, ce genre de choses. Je commence ma journée de télétravail, je prends mon ordinateur, je donne la tablette aux enfants ou mon conjoint, ma conjointe. J'ai mon ordinateur dédié, j'ai ma session dédiée et j'ouvre un navigateur, par exemple Chromium, et je me dis ce navigateur-là, ce sera mon navigateur de travail pendant la période du télétravail. Si j'ai envie dans la journée de faire un petit tour sur Showroom privé ou autre, je vais le faire sur Firefox ou un autre navigateur. Tout à fait. Okay. C'est très clair. Ça, c'est important. 4e point, évidemment, c'est de s'assurer des mises à jour. Puisque, évidemment, par définition, les PC, les périphériques de la maison, alors PC, tablette, tout ce qu'on veut, ils sont pas gérés par l'entreprise, mais il faut s'assurer qu'à minima, les mises à jour soient appliquées sur le système. Donc ça, il faut demander aux utilisateurs, déjà s'assurer qu'ils ont un antivirus, c'est la première chose. 2, s'assurer qu'il est à jour et que les mises à jour aussi ont bien été appliquées. Voilà, ça, c'est important. Avant-dernier point, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, surtout, éviter que l'utilisateur utilise ses comptes de messagerie personnels pour accéder au système d'information. Si je dis ça, c'est parce qu'on l'a vu, on a eu le cas dans cette semaine, la semaine d'avant et la semaine encore avant, où pour aller vite, pour ouvrir le télétravail et entre autres, par exemple, pour ouvrir le système de visioconférence, les entreprises n'ont pas eu d'autre moyen que finalement d'ouvrir un truc en ligne et de dire aux utilisateurs, utilisez vos adresses de messagerie perso. Bon, ça devient, c'est plus une faille de sécurité là, c'est carrément, on est presque limite Grand Canyon quoi. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Et puis dernier point, toujours pareil, c'est si on utilise 365, on utilise du OneDrive, on va utiliser du Teams, on va utiliser du SharePoint avec la possibilité de synchroniser localement les fichiers, sur un appareil qui n'est pas géré. Très gros risque, parce que du coup, via une messagerie personnelle qui ne serait pas protégée, je risque de me prendre un ransomware. Et du coup, ça va aller me crypter tout mon OneDrive, voire tout l'espace de travail collaboratif de l'entreprise. Au-delà du risque de tout perdre, bien entendu, qui n'est pas un risque de sécurité, mais qui peut être relativement frustrant, il y a cette vraie faille de sécurité, quoi. Voilà. Donc ça, on va dire ces 6 points-là, c'est simple, c'est les petites recommandations.
que vous pouvez faire auprès de vos utilisateurs en disant, OK, vous êtes en télétravail, voici les bonnes pratiques à respecter. De la même manière qu'il faut souvent se laver les mains, il ne faut pas se faire la bise, il faut garder 1 mètre de distance. Mais on pourrait rajouter ici… C'est les gestes barrières de la sécurité informatique. Ce sont les gestes barrières de la sécurité télétravail Covid-19. Voilà, on aurait pu d'ailleurs l'appeler comme ça. C'est vrai qu'on aurait pu changer le nom de ce webinaire. Tu vas nous donner des idées de campagne marketing. J'en profite entre ces 2 slides de recommandations en utilisateur parce qu'on va passer sur la deuxième puisqu'il y en a d'autres des recommandations que vous pouvez donner aux utilisateurs. On avait une question à laquelle tu as répondu dans le chat, Guillaume, mais je pense que ça peut intéresser tout le monde. Quid du vieux PC Windows 7 récupéré peut-être pas au grenier, mais en tout cas au bureau, s'il y en a des utilisateurs qui ont des vieux PC avec des vieux systèmes dessus, qu'est-ce qu'on fait s'ils n'ont pas le choix, ils s'en servent, mais sinon on essaye au maximum. S'il n'y a vraiment pas le choix, on s'en sert. Maintenant, tout ce qui est système obsolète, on essaye plutôt de le faire, comme le disait Jeff, le dédier plutôt, par exemple, aux enfants ou aux personnes qui ne font pas de télétravail dans la maison. On garde les systèmes qui sont à jour et qui sont maintenus pour le télétravail dans l'idéal. Ok. Et vite fait pour compléter, on verra qu'après, si les entreprises, si le service informatique a la possibilité, à ce moment-là, pour ce type d'environnement-là, on va peut-être privilégier d'autres solutions techniques. Et entre autres, on va parler de la VDI ou du poste de travail virtuel. Mais il faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. Alors aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour le mettre en place rapidement. Nous, on a des projets qui démarrent uniquement sur ce périmètre-là. Et du coup, ça permet aussi de répondre à ce besoin. Ok. Guillaume Coq, je ne sais pas si tu veux prendre peut-être la suite pour les recommandations à donner à ses utilisateurs dans cette situation. Donc, s'assurer de la bonne sécurité de sa borne Wi-Fi, ça passe déjà par avoir un code Wi-Fi qui est complexe et pas j'ai mangé du pain ce matin. Quelque chose qui reste multiple. De façon à ce qu'on évite d'avoir des personnes qu'on ne souhaite pas voir sur notre réseau intérieur. Pareil, on évite de l'avoir partagé avec nos voisins, parce que ça peut arriver. En cas d'urgence, on peut le partager aux voisins, mais c'est arrivé dans des endroits où le Wi-Fi il est partagé avec 3-4 appartements. C'est pas l'idéal pour le télétravail, parce qu'on ne maîtrisera pas ce que font les voisins sur votre réseau. Ne pas transférer des données sur les périphériques USB non maîtrisés. Là, c'est que ce soit dans le cadre d'un confinement ou pas d'un confinement, le périphérique USB est un point d'entrée pour les malwares, puisque certains malwares sont capables de se poser directement sur les équipements USB branchés. Donc, et d'ailleurs, je crois savoir à titre personnel que tu as une solution que tu proposes régulièrement à tes clients sur cette logique d'utiliser des clés USB, mais de manière sécurisée. C'est l'astuce de Guillaume. On peut la nommer comme ça. C'est pas tout à fait ça. Ce sont des clés USB cryptées. Donc, en fait, elles n'empêcheront pas, lorsque la clé est branchée et décryptée, d'avoir quelque chose qui va s'installer dessus. Mais elles seront maîtrisées et on ne va pas pouvoir, en cas de perte ou en cas de vol de cette clé USB, y accéder. Donc, ce sont des clés qui sont protégées par des mots de passe, soit empreintes digitales, soit par des codes, des digicodes directement sur les clés. Et donc, dans ce cas-là, les clés sont protégées via un chiffrement AES 256. Donc, ça permet d'avoir un meilleur contrôle quand même de ces équipements-là. Utiliser des mots de passe complexes. La plupart du temps, on a des mots de passe à 8 caractères avec 3D4, c'est standard. Maintenant, un mot de passe peut être complexe, mais peut être plus complexe si on met une phrase. Mais des fois, une phrase est plus simple à mémoriser qu'un mot de passe complexe. J'ai mangé du pain ce matin, c'est plus simple à mémoriser que hashtag @34 dièse Toto quelque chose quoi. C'est donc avoir des phrases est mieux que d'avoir des mots de passe complexes. Ça permet aussi de laisser des fois un temps de changement de mot de passe plus long aux utilisateurs, surtout dans ce contexte du confinement où on va certainement avoir des mots de passe utilisateurs qui vont expirer pendant la durée du confinement. Juste si je peux intervenir rapidement, donc effectivement la notion donc de phrase complexe. Alors des fois une phrase ça peut être long à écrire. La petite astuce aussi c'est par exemple prendre la phrase j'ai mangé du pain ce matin et nous sommes le 7 avril. On peut aussi utiliser simplement les premières lettres de chaque mot en faisant varier majuscule, minuscule et en rajoutant une date. Ça nous permet d'avoir un mot de passe très 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 complexe.
mais du coup très facile à retenir, parce que ce sont les initiales de chaque mot de la phrase. Juste aussi pour préciser, ce que vient de dire Guillaume est un point très important. La réinitialisation des mots de passe et les mots de passe qui vont arriver à échéance. Pensez, hein, c'est tous les gens des directions informatiques qui nous écoutent, pensez bien à cela. Il faut prévoir que ça va arriver et que potentiellement vos utilisateurs, soit comme d'habitude, hein, ils vont pas faire attention. Il y a que le mot de passe expire dans 14 jours, ok, le mot de passe expire dans 13 jours, ouais, on fait ok, jusqu'au jour où le mot de passe il a expiré. Et si vous n'avez pas prévu ce qu'il faut, le mot de passe il a expiré, l'utilisateur n'a plus la possibilité de se connecter, n'a pas la possibilité de changer son mot de passe. Et si vous n'avez pas mis en place un self-service reset password ou ce genre de choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur il va appeler votre support. Il va appeler votre support. Donc, soit vous avez mis en place ce qu'il fallait en termes de téléphonie pour que votre service support fonctionne toujours, soit vous avez mis en place effectivement la partie portail de reset de password. Sinon, vous allez avoir des utilisateurs qui vont se retrouver coincés. Donc ça, pensez-y, c'est super important à prendre en compte. Ok, merci, c'est top. Est-ce qu'on finit rapidement? Donc, il en restait deux. Faire attention aux logiciels utilisés sur le ou les postes utilisés pour le télétravail. Donc, tout ce qui est partage d'écran ou prise en main à distance. Et puis, penser à verrouiller l'ordinateur s'il n'est pas utilisé. C'est vrai qu'on a tendance à y penser au bureau parce qu'on se fait croissenter si c'est pas fait. Mais quand on est à la maison, on peut l'oublier facilement. Mais après, peut-être que je trouve ça super intéressant, les recommandations d'utilisateurs, mais ce que je trouve difficile, c'est que du coup, ça met les personnes de la DSI ou des équipes informatiques un peu dans une situation difficile qui est de dire, j'appelle mes utilisateurs, je leur dis de sécuriser leur borne Wi-Fi. Enfin, à la fois, c'est mon job et à la fois, c'est difficile à faire. Comment est-ce qu'on fait quand on est voilà, DSI, responsable sécurité, pour communiquer auprès de ses utilisateurs et essayer de leur faire entendre ces recommandations de sécurité? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être quelqu'un. Alors, juste avant de répondre à ta question, là, j'affiche à l'écran un exemple de mail qu'on peut envoyer à des utilisateurs pour les sensibiliser au risque. Ça peut être très pratique, c'est quelque chose qu'on pourra vous donner. Très juste, voilà. Guillaume, et j'en profite pour donner du crédit à Christophe, dont on parlait tout à l'heure et qui refuse de m'enlever le MFA, et il a raison, qui est du coup l'auteur de cet email et qui nous l'a fait passer il y a peut-être une dizaine de jours, parce que c'est pas parce qu'on est une entreprise qui est spécialisée dans l'informatique qu'on est protégé des menaces. Et nous aussi, on doit communiquer auprès de nos utilisateurs et leur donner, et aux gens comme moi, de la visibilité sur ce qui est dangereux ou ce qui n'est pas dangereux. Donc ça, c'est peut-être un début de réponse, de faire des mails de sensibilisation aux utilisateurs pour leur rappeler ces recommandations. Est-ce qu'on a d'autres suggestions? Je ne sais pas si vous vouliez compléter. On a, alors, là, je peux... Là, c'est la partie plutôt contrôle technique, mais Jeff, je ne sais pas sur la partie comment est-ce que je fais en tant que DSI pour donner des recommandations à mes utilisateurs. C'est de la même manière. De la même manière qu'on va demander aux utilisateurs effectivement d'être en télétravail, il va falloir leur expliquer les quelques règles que l'on a citées. C'est ce qu'on appelle, voilà, effectivement, c'est les règles pendant cette période de télétravail un peu exceptionnelle, les conseils. Alors effectivement, il faut que déjà c'est mieux si les utilisateurs sont déjà sensibilisés à la sécurité du système d'information. Mais voilà, c'est juste leur rappeler ces quelques règles-là. Alors effectivement, on est loin des risques. Voilà, il n'y a pas atteinte à la personne, il n'y a pas ce genre de choses-là. Mais potentiellement, l'entreprise peut se retrouver en grosse difficulté par la suite. Okay. Donc, ça va passer par des mails de communication. Ceux qui sont plus élaborés vont pouvoir éventuellement faire des petites affichettes qu'on va déployer par mail, qu'on va mettre sur l'intranet, qu'on va mettre comme ça. Mais ce qui compte, effectivement, c'est de rappeler toutes ces choses-là. Okay. La communication et ne pas hésiter à faire des rappels sur les règles, parce qu'en fait, avec le temps, le fait que les utilisateurs soient là des uns des autres, on peut oublier certaines règles. Donc, de faire des rappels de temps en temps, ça va, comme on dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc voilà.
peut être aussi C'est pratique. une très belle expression, ça. Et je pense que pour la sécurité, c'est un dicton qui s'applique particulièrement. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le lisant, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas en tête tous les risques qui peuvent être engendrés par leurs habitudes ou leurs mauvaises habitudes, hein, on peut le dire comme ça. Donc, c'est vrai qu'un petit mail, un petit flyer, un petit message vocal, ça peut faire du bien à tout le monde. Peut-être qu'on peut enchaîner. Ouais, Guillaume, je t'écoute. Ouais. On peut aussi utiliser, détourner l'utilisation, c'est sur Office 365, on a les conditions d'utilisation qui s'affichent qui peuvent être affichées aux connexions. Donc, on peut faire des conditions d'utilisation et expliquer via le télétravail. Et chaque fois quand l'utilisateur se connecte sur Office 365, il va avoir une fenêtre avec toutes les préconisations que peut donner le SI à mener. Et il doit valider la bonne lecture de ça pour pouvoir se connecter. Ah, c'est bien ça, c'est donc un petit rappel à chaque fois que je me connecte, attention, pour la sécurité de l'organisation, il faut penser à ça, ça. Ah, juste la première fois que tu te connectes. Ouais. Ouais, alors on peut le faire, voilà, on peut le faire toutes les semaines, enfin, si on veut, on peut le répéter, hein, mais normalement c'est à la prochaine connexion une fois qu'on a mis ça en place. Mais effectivement, on peut changer, on peut envoyer un nouveau message à une fréquence que l'on désire, et effectivement à partir de là, l'utilisateur il va être obligé à minima, soit de cliquer sur OK, mais on peut aussi le forcer d'ouvrir le PDF. Et donc du coup, si le message il est clair et succinct, on a de grandes chances qu'il soit lu. Voilà, donc ça c'est un bon moyen aussi effectivement. De faire passer des messages à tous ces utilisateurs. De faire passer des messages. Ok. Pour enchaîner, peut-être, on a parlé pas mal des recommandations à donner aux utilisateurs et de comment faire de la sensibilisation. Mais tu parlais au départ, en introduction, Jeff, de la sécurité en disant que c'était des règles, des contrôles. Et ces contrôles, quels contrôles réaliser en ce moment pour être sûr ou essayer d'être le plus sûr possible de sécuriser son environnement? Et du coup, les contrôles, on va retomber sur le schéma qu'on avait tout à l'heure avec la Cyber Kitchen. Ça veut dire qu'il va falloir, renforcer les contrôles sur tout ce qui concerne les flux, donc anti-spam, anti-malware, anti-phishing. Donc, quelle que soit la solution que vous avez, il va falloir être vraiment très focus sur le sujet et avoir quelqu'un dans l'équipe qui va aller beaucoup plus que d'habitude regarder ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que des menaces, on en a tous les jours. Des tentatives, on en a tous les jours. Si on ne réagit que lorsque on a vraiment un événement de sécurité, c'est trop tard. Ce qu'il faut, c'est mesurer la quantité de menaces que l'on a et voir s'il y a un accroissement des menaces de manière à anticiper les mesures qu'on va mettre en place. Donc, tout ce qui concerne les flux. Donc, si jusqu'à présent, dans vos processus, vous aviez juste quelqu'un qui allait voir une fois par mois, est-ce que tout se passe bien, ben là, globalement, à minima, il faut aller toutes les semaines, voire, si possible, un peu plus souvent. Autre point de contrôle, c'est celui qui est à droite, c'est sur la partie identité. Il va falloir s'assurer, comme disait Guillaume tout à l'heure, là, on a beaucoup de clients qui nous remontent que, ben ouais, maintenant, un accroissement, on est passé de 10 par mois à 200 tentatives de connexion depuis l'étranger. Bon, mais ça, il faut être alerté de ce genre de choses-là. Donc, renforcer le contrôle sur les tentatives d'ouverture de session. Qu'elles aient réussi, qu'elles aient échoué, regarder les adresses IP qui ont été utilisées, regarder les pays, regarder tout ça. Donc ça, c'est pareil, on a plein de systèmes qui nous permettent de contrôler ça de manière efficace et assez simple, et de remonter ces informations-là, soit par mail, comme le demandait un utilisateur tout à l'heure, soit dans des tableaux de bord que l'on va aller regarder, ce qu'on appelle le morning check, hein, donc tous les matins, on va aller regarder le rapport de la veille. Il va falloir aussi si possible, évidemment, voilà, mettre en place un système d'authentification forte. Alors, c'est facile si on utilise Office 365. Ça allait un peu plus compliqué si on n'utilise pas des services de ce type-là, si on est juste en système on-premises. Voilà. Mais la mise en place d'authentification forte peut se faire très rapidement et assez facilement. Alors oui, Lucille, je devance ta remarque avec évidemment un accompagnement utilisateur ou utilisatrice avec la documentation qui va avec, ainsi de suite. Donc contrôle en termes de flux, contrôle en termes d'identité, contrôle en termes d'authentification. Et ensuite, il va falloir aussi s'assurer que des logiciels qui sont utilisés,
En ce moment, on entend beaucoup parler d'une certaine plateforme de visioconférence qui est très répandue, qui n'est pas Microsoft, hein, qui est une autre, hein, qui commence par la lettre Z, mais qui visiblement, donc dans la presse, il y a pas mal de sujets sur la sécurité de cette plateforme-là. C'est vrai que c'est lié au fonctionnement intrinsèque de la plateforme. Donc, on peut très bien la déployer, mais il faut savoir ce que l'on fait et il faut être capable de la sécuriser. Une plateforme de visioconférence ou de travail collaboratif, eh bien, ça devient une porte d'entrée supplémentaire sur le système d'information. Dernier point, eh bien, c'est l'utilisation effectivement des périphériques et des devices. On utilise tous plus ou moins le téléphone, qui peut être le téléphone d'entreprise. Ben, si en ce moment-là, j'ai des problèmes sur mon téléphone, il faut que je sois capable, à distance, de pouvoir réinitier la partie professionnelle de ces devices-là. Donc tout ça, là, ce sont les contrôles que l'on va utiliser. 1, les flux. 2, les identités. 3, les moyens de connexion. Et il va falloir effectivement renforcer les contrôles et du coup mettre en place les outils, les processus qui vont avec. On avait aussi, merci Jeff pour ces éléments de contrôle à mettre en place. On avait aussi sur la slide suivante des menaces complémentaires, donc sur la partie notamment hameçonnage, et puis un point de vigilance, c'est que peut-être qu'en période de confinement, il va falloir adapter la partie support utilisateur par rapport à tout ce qu'on met en place et ces nouveaux contrôles. Un commentaire peut-être? Toute la partie menace, hameçonnage sera déjà prise en compte par normalement les contrôles qui ont été durcis en amont. Donc c'est juste là-dessus, c'est juste un rappel sur le type d'attaque, qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce qu'on a. C'est plus, oui, voilà, c'est pas vraiment un contrôle à réaliser, mais plutôt un point de vigilance à avoir sur les différentes. C'est-à-dire que si on voit par exemple du émotète, on peut se dire bah tiens, on a du tentative de cheval de Troie. Si on venait avoir sur un poste utilisateur qui est suffisamment de l'entreprise qui est bien géré, on venait avoir apparaître du Mimikat. Bah là, faudrait dans les alertes, bah là, il faudrait aller complètement couper l'utilisateur. Il y a certaines choses comme ça qui doivent être parlants et qui doivent déclencher rapidement des actions. OK. Et quand il s'agit du support utilisateur, c'est vrai qu'en ce moment, nos clients ne sont pas forcément au bureau, pas tous en tout cas, leurs utilisateurs non plus. C'est un peu difficile. Il faut prévoir plus que d'habitude, du coup. Comment est-ce qu'on le gère, ça? C'est surtout que la plateforme de support est moins disponible et moins accessible. Dans le contexte habituel, vous avez souvent un numéro de téléphone dédié, une ligne de support dédiée, et les équipes de support sont souvent côte à côte. Donc résultat, c'est facile de dire c'est moi qui prends ce ticket ou c'est moi qui gère ça. Là, on est dans un mode où les utilisateurs sont coincés. Et donc le support, lui aussi est éclaté. Donc les délais de réponse peuvent être un peu plus longs. Donc peut-être d'avoir des politiques de réponse plus ordonnancées. Jeff, tu veux peut-être ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais c'est ça, c'est que ça effectivement, c'est un retour d'expérience que l'on a en ce moment. On a pas mal dans les projets que l'on fait. On a aidé des clients du coup à mettre en place le support utilisateur, même en ayant tout le monde du coup qui est en télétravail. Parce que là, du coup, ça devient plus compliqué. Hein. Les utilisateurs jusqu'à présent, ils avaient soit le réflexe, ils décrochaient le téléphone, ils appelaient le numéro du support, hein, le 3520 ou je sais plus quel numéro court. Là, forcément, ça marche moins bien. Puisque par définition, potentiellement, les gens du support peuvent se retrouver eux aussi à la maison. Et donc, il faut être capable de répondre, de continuer, et voire même encore plus, cette activité support auprès de nos chers utilisateurs. Une des possibilités qu'on peut mettre en place assez rapidement, c'est avec Teams, se créer une équipe support qui permet en fait après aux personnes de pouvoir communiquer avec les personnes du support via Teams et de faire de la prise de main à distance. On a des clients qui utilisent aussi Teams dans ce cas-là et dans ce contexte de confinement. C'est une possibilité aussi. Allô? Allô? Oui. Oui. Je suis désolée, ça a coupé juste une seconde. Du coup, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Je suis désolée. Est-ce que tu peux peut-être me répéter? Juste par rapport aux besoin de communiquer avec les équipes support, la possibilité d'utiliser donc Teams
en créant une équipe dédiée au support sur lesquels les utilisateurs avec lesquels les utilisateurs peuvent communiquer, laisser faire des échanges avec eux et leur permettre de prendre la main aussi avec Teams. Oui, c'est vrai que Teams, c'est une bonne solution pour gérer des choses à distance. Et c'est aussi peut-être ça peut être utilisé parfois comme un canal pour le support. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent poser les questions sur un canal qui peut être dédié support, où chaque utilisateur pose ses questions. Ils peuvent soit se répondre les uns aux autres, qui peut faire gagner du temps parfois à l'équipe support, et où s'il n'y a pas de résolution possible entre utilisateurs, on peut faire intervenir quelqu'un. Donc sur des problèmes simples, ça peut permettre de désengorger un petit peu les centres d'appel, je ne sais pas si on peut dire centres d'appel, mais les supports, les plateformes les supports, voilà, les plateformes de support. Si c'est bon pour vous sur cette partie contrôle et checklist, des éléments qu'il faut vérifier, on va passer sur quelques questions qui nous ont été remontées en amont de ce webinaire. Si vous avez des questions, j'en profite pour faire un rappel, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation à droite, on les traite au fur et à mesure. Et on avait donc des questions qui nous ont été posées en amont sur le questionnaire qu'on avait mis à disposition. Donc c'est un point qu'on a déjà un peu abordé, ou pas mal abordé, on peut le dire. Mais une question qui intéressait les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quels sont les risques qui sont liés à utiliser son propre matériel et faire ce qu'on appelle du bring your own device, dirais-je avec mon plus bel accent. Est-ce que rapidement, on l'a écrit sur la slide et peut-être qu'avec ce qui vient d'être dit, c'est clair, mais quelqu'un peut-être pour reprendre en une phrase les risques liés à cette utilisation? Jeff, par exemple. Ouais, Jeff, ou Guillaume. Non, mais Guillaume, vas-y, c'est bon, c'est parti. Le risque, c'est effectivement le piratage évidemment du poste par d'autres devices connectés à la borne Wi-Fi, par exemple. C'est les mises à jour qui ne sont pas faites, les antivirus qui ne sont pas à jour, les OS qui ne sont pas non plus des OS qui sont préconisés par le système d'information. Donc, c'est toutes ces règles-là qu'il faut appliquer pour avoir un device à jour. Et avec toutes les bonnes pratiques de sécurisation que Jeff a cité tout à l'heure sur le browser, Internet, enfin, toutes ces règles-là qu'il faut faire extrêmement attention. Okay. Est-ce qu'on recommanderait un peu cette logique que chaque utilisateur utilise son propre périphérique, ou est-ce qu'on préfère toujours avoir un matériel qui est quand même maîtrisé par l'organisation? On peut très bien demander aux utilisateurs d'utiliser leur propre périphérique. Simplement, il y a des règles. Voilà, on retombe toujours de toute façon sur ces fameuses règles et fameuses bonnes pratiques. C'est vous pouvez utiliser votre propre périphérique. Par contre, les conditions d'utilisation sont celles-là et vous les respectez de manière à pouvoir accéder au système d'information. Comme on va renforcer les contrôles, on devrait être capable de s'apercevoir d'un certain nombre de non-conformités et du coup de rappeler les utilisateurs à l'ordre. Ok. Très bien utiliser du matériel perso. Très clair. Du coup, question suivante des personnes qui nous ont contactés en amont pour poser leurs questions. Quelle politique adapter quand il s'agit du chiffrement de données? Est-ce qu'il faut tout crypter? Est-ce qu'il faut crypter certaines données? Quelles données est-ce qu'il faut crypter? Je ne sais pas si quelqu'un veut, peut-être Guillaume Quoc, répondre à cette question? Crypter les données, je ne pense pas que ce soit la priorité en temps de confinement. En termes de mise en place, pour crypter de la donnée, il faut déjà qu'elle soit classifiée. On ne peut pas dire je crypte tout. Donc, si on n'a déjà pas fait de classification de données, on ne cryptera rien du tout. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça va impacter plus l'utilisateur qu'autre chose. Maintenant, s'il y a déjà on peut se baser sur la classification qui aurait dû être réalisée pour la RGPD, si elle a été réalisée, pour avoir une base de travail. Mais c'est pas quelque chose qui sera, à mon sens, une priorité dans le confinement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jeff, mais… Entièrement d'accord. Hein, voilà, crypter pour crypter, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, effectivement, ça va apporter plus de problèmes qu'autre chose auprès de nos utilisateurs qui ont vraiment autre chose à faire en ce moment. Voilà. On a plein d'autres moyens de sécuriser. On va sécuriser les flux, on va sécuriser les documents, ainsi de suite. Mais l'encryption, aujourd'hui, c'est pas forcément le sujet qu'on va traiter. Déjà, de manière normale, il faut ce qu'on appelle un niveau de maturité élevé
dans la sécurité du système d'information pour commencer à parler encryption et classification. Donc là, c'est pas aujourd'hui qu'on va se poser ces questions-là si on l'a pas déjà fait en amont. Ok, très clair. Alors, je me permets juste de rappeler que le mot encryption n'existe pas dans la langue française. On parle réellement de chiffrement, mais c'est pas grave, tout est pardonné puisque les solutions de sécurité souvent sont traitées en anglais. Donc, voilà, on arrive à être un peu des bilingues comme ça de la technique. Et moi-même, je me suis posé la question en préparant ce webinaire de si on pouvait utiliser le mot encryption. Donc, je vous le dis à tous. Pour l'instant, c'est vraiment pas très possible dans la langue française. Question suivante. Comment mettre en place et gérer une authentification forte? On en a déjà parlé dans les recommandations. Et c'est vrai que c'est peut-être un des moyens, contrairement au chiffrement des données, justement, qu'on peut mettre un petit peu en place pendant cette période de confinement. Alors, pour avoir mené la réflexion avec plusieurs clients pendant déjà la période de confinement. Donc, c'est 15 derniers jours, là, c'est tout frais ce que tu nous racontes. C'est ça, ça date même de semaine dernière. Hein. Avec le client, on s'est rendu compte que mettre en place du MFA, c'est pas simple. Parce que ça va demander à ce que les utilisateurs doivent s'authentifier une première fois, puis une deuxième fois, qu'ils enregistrent les équipements. Voilà, ça va générer beaucoup d'appels au support. Le temps de le mettre en place va être long. Par contre, on peut faire des solutions différentes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer qu'on va interdire les connexions depuis d'autres pays. Je prends un exemple, je suis une société où je n'ai aucune antenne à l'étranger. Je n'ai personne qui est en voyage à l'heure actuelle pour vendre à l'étranger parce que tous les commerciaux ont été rapatriés. Donc, je peux dire, j'interdis toutes les connexions qui ne proviennent pas de la France. Attention, ça n'empêchera pas des piratages provenant de France. Ça va juste diminuer le nombre de possibilités de piratage provenant de l'étranger, puisqu'on va interdire toute tentative de connexion depuis l'étranger. Certains profils, par contre, beaucoup plus à risque, eux doivent être couverts, même s'ils sont en France. Les VIP, les administrateurs de l'infrastructure, eux doivent être couverts en temps complet par le MFA. Qu'ils soient dans l'entreprise, qu'ils soient en France, n'importe où, ils doivent toujours avoir le MFA d'activer. Donc, on a moyen de sécuriser ces connexions, mais il faut le faire intelligemment pour pas saturer non plus les supports et donner des solutions de sécurisation quand même. Ouais, donc pour compléter, enfin juste, je vais pondérer l'authentification forte peut être très facile et très rapide à mettre en place, mais effectivement, il faut avoir un petit peu réfléchi en amont et avoir prévu la partie. Voilà, il faut bien avoir profilé les utilisateurs. C'est peut-être pas accessible à tout le monde, c'est peut-être pas adapté à tous les cas, mais une fois qu'on a fait mener cette petite réflexion, qui peut aller très vite, hein, ça peut être un workshop d'une demi-journée, voire de quelques heures de réflexion, pas plus. Après, derrière, on peut diffuser et on peut le mettre en place du coup rapidement. Ce qu'il faut éviter, c'est de se dire, allez, à partir de maintenant, tout le monde passe en authentification forte. Et là, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué, ça va générer de nombreux appels au support, ce genre de choses. Ok, très bien, merci. Alors juste après, on avait mis des schémas d'exemples de règles d'accès conditionnel et des petites explications. Je pense qu'on va les passer parce qu'on est un peu à court de temps malheureusement et je sais qu'il y a encore quelques questions à traiter. Pour autant, j'en profite pour vous le dire, les slides vous seront transférés d'ici la fin d'après-midi ou demain matin. Donc si ces schémas vous intéressent, ils seront dans les slides évidemment. Et si vous avez des questions sur l'authentification forte ou le MFA, vous pouvez nous les faire passer évidemment en post-webinaire et on y répondra également. Donc si on peut avancer... Si je peux prendre juste 5 secondes, pas plus, voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la mise en place rapide de l'authentification forte va passer par ce qu'on appelle des règles d'accès conditionnel. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette slide qui arrive à ce moment-là. Et effectivement, donc du coup, quand on identifie des utilisateurs et dans certaines conditions, on va leur imposer des règles. C'était juste... Voilà, et donc du coup, il y a un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on va chercher et ce qu'on va imaginer. Et juste après, vous avez également une autre slide qui vous explique un petit peu les questions que se pose la machine, je pense, d'ailleurs. Comment on mène un peu la réflexion. C'est comment mener la réflexion pour la mise en place du MFA.
Ah voilà, exactement. Donc c'est très bien. Nickel. Question suivante, donc c'est une question un petit peu difficile et ma foi complexe. VPN, VPN SSL, Direct Access, VDI, Proxy en mode SaaS, quelle solution privilégier du point de vue sécurité? Est-ce que avant de commencer à répondre à cette question, quelqu'un pourrait expliquer un petit peu quels sont ces différents thèmes, encore une fois, un peu barbares? Et je vais tenter une explication, je dirais, Vas-y de Guillaume, on est tous avec toi. vulgarisation. Alors, donc, le VPN, c'est tout simplement la possibilité de mettre un tuyau sécurisé entre un poste de travail et un réseau. Le SSL, ça va apporter une sécurité supplémentaire avec des certificats. Le Direct Access, c'est un peu le même principe, mais embarqué directement dans Windows 10. Alors, le VDI, là, on change de technologie puisqu'en fait, c'est un poste de travail virtualisé. Donc, une technologie effectivement, pour laquelle on est beaucoup interrogé en ce moment puisque ça permet facilement le travail distant. Et le proxy, c'est en fait je dirais, c'est la sécurisation du système d'information à partir de, enfin, c'est une barrière à l'entrée et à la sortie du système d'information. Pour être, je dirais, très générique, maintenant, je pense que mes collègues Guillaume et Jeff peuvent être plus technique et plus en détail et surtout dire quelle solution dans quel environnement. Parce qu'en fait, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Hein. Le principe, c'est de savoir laquelle est la plus adaptée en fonction de votre contexte. Est-ce que quelqu'un veut compléter la très bonne réponse de Guillaume de mon point de vue? Ouais, ben comme l'a dit Guillaume en conclusion, effectivement, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, voilà, c'est ça que tu veux dire? C'est surtout une histoire de rencontre, finalement. Des gens qui t'ont tendu la main à un moment où tu en avais besoin. Donc, non, voilà. Donc, ça va être surtout en fonction des usages et en fonction des moyens que l'on va avoir à notre disposition et quel type d'application on va utiliser. C'est pas la même chose d'accéder à une application qui est on-premises que d'accéder à une application qui est en mode SaaS. Office 365 est en mode SaaS, faire du VPN, ça servirait pas à grand chose. Voilà. Après, tout dépend effectivement les possibilités que l'on a. Le VDI va nous permettre de répondre aux problèmes de la sécurité de l'utilisation du poste de travail personnel, hein, puisque par définition, je vais utiliser un poste de travail de l'entreprise virtualisé quelque part dans le cloud. Donc, globalement, c'est ce poste-là qui va être sécurisé et moi, en tant que membre de l'équipe informatique, je vais pouvoir avoir la main dessus et le gérer de A à Z. Voilà. Mais ça va vraiment dépendre. Voilà. Il n'y a pas, pour répondre à la personne qui avait posé ces questions-là, il n'y a pas aujourd'hui voilà, chaque solution est adaptée en fonction des usages que l'on va retrouver. Direct Access, par exemple, ça s'applique uniquement sur des postes qui sont gérés par l'entreprise. Sinon, c'est pas la peine. Ok, alors j'ai une question sur la slide précédente et qui va un peu lier avec la suite de cette présentation. Sur les possibilités de sécurisation dont vous parliez, donc par exemple le fait d'autoriser les connexions depuis la France uniquement, sont-elles comprises de base dans les licences Office 365 Business Premium, par exemple? Non. Non, il faut un nom de la part de Jeff. Alors, on va en parler juste après. On a une petite slide sur les modèles de licence. On avait une dernière question à traiter juste avant de vous parler de licence d'évaluation, de licence gratuite, de licence payante. C'était une autre question qui nous avait été posée, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser les mails et quels sont les points d'attention qu'on doit avoir en ce moment justement sur ces emails qui arrivent et qui repartent régulièrement. C'est la question juste après, la slide juste après, Guillaume. Guillaume, peut-être tu peux répondre à cette question. L'autre Guillaume, quoi. Oui, ne pas envoi et réception de mail. Oui. Ne pas utiliser d'adresse mail perso. Ouais, voilà, c'était les points de vigilance. Donc, on l'a déjà dit, ne pas utiliser d'adresse email. Mais de ce que j'en comprenais quand on a préparé le webinaire, la vraie attention qu'on doit avoir en ce moment, elle est sur la partie sécurisation des flux d'email. C'est ça, le vrai point de... deux choses. Ne pas travailler avec des emails personnels, ça fait partie du flux, hein, puisque les emails personnels ne vont pas permettre d'avoir de contrôle en amont. Même si vous écrivez avec votre email perso à votre entreprise, effectivement, dans ce cas-là, il y aura le contrôle de l'anti-spam de la société. Mais par contre, si vous écrivez à des clients à l'extérieur, il n'y aura pas de contrôle de sécurité.
ça c'est sûr. Après, l'anti-malware, l'anti-phishing et l'anti-spam, c'est de nos jours indispensable, que ce soit dans cette période-là ou en période normale. Par contre, la seule chose qui est importante, c'est peut-être de porter une plus grande attention à ce qui se passe sur notre anti-spam et notre anti-malware, qu'on ne se retrouve pas avec des solutions complètement saturées et ne faisant plus de contrôle. Donc, il faut aussi aller contrôler l'état de ces équipements-là. Et donc, on rejoint aussi la notion d'aller sensibiliser les utilisateurs et de les informer encore plus en cette période de télétravail et de confinement. Un mail dont je ne connais pas l'origine, je ne l'ouvre pas. Alors, pour la petite anecdote, ouais, elle est drôle cette anecdote. La semaine dernière, on a tous reçu en interne un mail en disant ça y est, votre compte a été ouvert pour bénéficier de, je ne sais plus quel avantage d'auto-formation. Veuillez cliquer ici et remplir le formulaire pour accéder à vos services. Ben, on est tellement briefé par la sécurité et sensibilisé que personne n'a ouvert le mail, tout le monde l'a rejeté. Et du coup, l'alerte est remontée au niveau de notre service informatique. Et du coup, notre service informatique a réagi en disant nous sommes en train de subir une attaque de phishing. Faites attention, si vous recevez ce mail-là, surtout ne l'ouvrez pas. En définitive, ben non, c'était un vrai mail de nouveau service qui va s'ouvrir chez nous pour de la formation, sauf qu'il n'y avait pas eu de campagne de communication associée. Mais du coup, tous les gens en interne ont eu de très bons réflexes et voilà. Et c'était interprété par du phishing par les utilisateurs, pas par le. Voilà. Donc, ça aussi, et donc, on dit dans ce cas-là, mieux vaut prévenir que guérir, évidemment. C'est pas grave de faire des fausses alertes, il vaut mieux faire des fausses alertes que de se faire attaquer. Mais c'est vrai que c'est une sacrée histoire, parce que quand on a réalisé que c'était notre nouveau service de formation en ligne, ben, voilà. Moi, j'ai eu déjà le cas inverse, c'est-à-dire que j'ai eu le cas chez un client qui avait chopé un crypto au travers d'un mail. Donc, il y a eu 2 campagnes d'attention portées. 3 semaines plus tard, ils ont eu un crypto, c'était la même personne que la première fois. Donc, 2 fois la même personne en 3 semaines. La détermination, tu veux dire. Alors qu'il y a eu de la sensibilisation de fait entre les deux. C'est une personne qui voulait vraiment être cryptoloquée. Exactement. Ça tenait vraiment. Super, merci pour cette question. Du coup, on va juste prendre une question que quelqu'un a posée, qui est sur la slide précédente. Il y a un petit peu de décalage, hein, puisque les gens voient cette présentation 1 minute après qu'on la présente réellement, donc on reçoit les questions un petit peu en décalage, mais on y répond quand même. On nous demandait, plutôt que une personne qui s'exprime comme ça, plutôt que de déployer des VPN, nous avons privilégié le RDS, mais comment s'assurer de la sécurisation de cette solution ? Est-ce que l'un d'entre vous veut tenter sa chance à répondre à cette question? Alors, la sécurisation du RDS, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir une authentification par certificat, avoir la présence d'un certificat sur le poste de travail pour se connecter. Ne pas utiliser les ports standards. Si vous avez fait un déploiement de RDS en urgence, il y a de fortes chances que vous ayez utilisé le port 3389 pour se connecter, qui est le port standard. Donc, si c'est le cas, moi, je vous invite à faire un changement de port via du NAT, via même, si c'est du 2016, vous pouvez choisir le port de connexion et prendre un port de connexion exotique de façon à subir moins d'attaques sur votre ferme RDS. C'est déjà 2 petits éléments qui peuvent être mis en place rapidement. Très bien, super. Et ben, écoutez, suite à cette question, je vous propose qu'on avance. Donc, on a parlé un petit peu de licences tout à l'heure, notamment des licences business premium. Mais avant de parler de licences premium ou de licences payantes, en tout cas, on voulait donner une visibilité sur quelques versions d'évaluation que nos clients ou les entreprises qui nous écoutent peuvent télécharger ou utiliser en ce moment. Donc, si elles ont besoin de 30 jours ou 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas exactement. Est-ce que l'un d'entre vous peut peut-être nous présenter ces différentes solutions qui sont accessibles gratuitement, solutions Microsoft de sécurité? Alors effectivement, parmi ce qu'on disait, c'est que on rappelle, hein, c'est 1, j'écris les règles, 2, je mets en place les contrôles, les processus, et 3, j'informe les utilisateurs. Dans la mise en place des contrôles et des processus, on va pendant cette période-là, du coup, augmenter le nombre de contrôles. Le problème, c'est que augmenter le nombre de contrôles, il faut quand même que j'ai des outils qui m'aident, parce que si je dois aller tous les matins regarder les journaux de sécurité de mes contrôleurs de domaine, finalement, ça va être très laborieux et puis
au bout de 3-4 fois, je vais plus le faire. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre toutes ces informations-là, donc comme on dit, collecter les logs et les envoyer dans ce qu'on appelle un puits de log, pour ensuite les faire analyser par des produits. Parmi les solutions Microsoft qu'on préconise et qu'on utilise, vous en avez une qui est dans Azure, qui s'appelle Azure Sentinel, qui vous permet donc par rapport à des logs qui auraient été renvoyés dans ce qu'on appelle un workspace, appliquer par-dessus une application, donc ce service-là, Azure Sentinel, qui va, avec de l'intelligence artificielle, analyser toutes les informations qui remontent et regarder ce qu'il est pertinent de remonter en termes d'événements de sécurité pour porter attention à l'utilisateur. Donc ça va être une aide à la décision qui est très pratique. Là, pour pouvoir utiliser ça, il suffit d'avoir une souscription Azure. L'avantage d'Azure Sentinel, c'est que jusqu'à un certain niveau de collecte, c'est gratuit. Donc, et sur une durée de rétention courte aussi, ça reste gratuit. Donc, c'est un bon moyen finalement. Azure, on paye à la consommation. Là, finalement, les premiers niveaux de consommation étant gratuits, on peut commencer à mettre ça en place. Ça se fait pas tout seul comme ça, mais on a plein de tutos sur le net qui nous permettent de faire ça. On a, nous aussi, côté Projulis ou sur les communautés Microsoft, on a animé pas mal de sessions sur le sujet pour mettre en place ça. La deuxième solution qu'on peut mettre en place, c'est une solution donc, qui est intégrée à la suite de sécurité donc de MS. On va utiliser donc tout à l'heure, on disait, est-ce que je peux mettre en place de l'accès conditionnel en fonction des licences que j'ai? Il faut savoir que l'accès conditionnel, il est accessible via un produit qui s'appelle Azure Active Directory Premium en version P1. Cette solution-là peut être acquise de manière indépendante ou via la suite qui s'appelle EMS. Et là, de la même manière que une autre solution qui s'appelle Cloud App Security, ces solutions-là, vous avez toujours la possibilité de les essayer gratuitement pendant 30 jours. C'est-à-dire que si vous démarrez aujourd'hui, ça vous laisse à peu près jusqu'à mi-mai pour disposer d'outils et de solutions qui vont vous permettre d'avoir des contrôles, de renforcer vos contrôles et surtout d'avoir tout un tas de règles de sécurité qui vont être configurées par défaut et qui vont aider l'équipe de sécurité opérationnelle finalement à réaliser ces points d'attention dont on parlait au début. Donc, dans Azure, on a le puits de log avec après par-dessus ce qu'on va appeler Azure Sentinel ou alors après dans Office 365, on va utiliser des solutions soit de la suite EMS en version E3 ou E5, mais je vous rappelle que effectivement, on va parler des licences après. Faut penser à utiliser les versions d'évaluation. Ok, donc du coup, pour enchaîner sur la partie licence, je vais redonner la parole à Guillaume Petit, puisque c'est quand même ton métier aussi de vendre et de conseiller nos clients sur des licences. On l'a dit, elles ne sont pas comprises, donc ces solutions de sécurité dans Office Business Premium, mais dans quel modèle de licence on peut y accéder? Alors effectivement, donc en termes de modèles, il faut prendre les modèles de la suite EMS chez Microsoft, avec deux versions différentes, soit la E3, soit la E5, qui se différencient essentiellement par des champs fonctionnels plus ou moins profonds. À la E5, vous avez plus d'options. Disposition. Donc la E3, c'est à peu près 7,40 € par utilisateur par mois, et la E5 est à 12,50 €. Pour savoir quels outils, alors certains outils parmi ces suites sont également optionnels à l'intérieur et à adapter en fonction de l'usage que vous allez en faire. Donc c'est au niveau adaptation des outils, il faut en discuter et voir lesquels mettre en place en fonction de votre contexte. En tout cas, les bases, c'est évident. c'est ça. Parce que j'imagine aussi que ces licences de sécurité, donc ça c'est si je veux acheter que la partie sécurité, mais elles sont également intégrées dans les licences Microsoft 365, c'est ça? Dans la version M365, pas dans la version Office 365, dans la version M365, et pas dans Office 365, c'est vraiment des licences à part. Alors, okay. Juste, on va quand même préciser aussi, donc là, on va bénéficier de plateformes qui vont nous aider à l'analyse, nous permettre d'interpréter tous les résultats et de pouvoir travailler là-dessus. Après, il faut savoir que de toute façon, toutes les plateformes que vous utilisez, que ce soit Office 365 ou même vos plateformes on-premises, vos contrôleurs de domaine, ainsi de suite, on a toujours des logs. Après, c'est juste, soit vous avez des outils qui sont capables de vous collecter les logs et de les analyser, soit c'est à l'opérateur de sécurité d'aller le faire. Mais dans tous les cas, les contrôles doivent être faits. Très bonne conclusion pour cette présentation, Jeff, merci. Avant de finir, on va se laisser un petit peu de temps pour, si vous avez d'éventuelles questions à nous poser, c'est le moment. Je suis
sincèrement désolée qu'on ait un petit quart d'heure de retard. On a essayé de tenir, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, si vous en avez encore quelques-unes, on peut rester un petit peu pour y répondre. En attendant qu'on ait vos questions, sur la dernière slide, on vous a mis le prochain webinaire qu'on organisera, puisqu'on a fait, entre la semaine dernière et cette semaine, 3 webinaires spéciaux dédiés au confinement. Donc, la semaine dernière, la thématique, c'était le télétravail et notamment la mise en place de Teams et comment est-ce qu'on peut aider ses collaborateurs à télétravailler avec cette solution. Donc là, le replay est maintenant disponible sur YouTube. Aujourd'hui, la sécurité. Et puis jeudi, on adressera un autre sujet qui est comment équiper vos utilisateurs distants grâce à la virtualisation. Donc c'est jeudi de 14h à 15h. Il reste de la place, évidemment. Et donc, ça répondra à certaines questions qu'on a commencé à effleurer aujourd'hui sur la partie VDI et notamment quelle est la sécurité qui est intégrée dans cette solution. On parlera de VDI avec les solutions Microsoft, donc Windows Virtual Desktop, mais également avec une solution partenaire, la solution Citrix. Donc, il faut savoir que Progis, c'est partenaire Microsoft et partenaire Citrix. Donc, il y aura deux solutions qui seront abordées pendant ce webinaire. Je n'ai pas de questions sur le chat, donc je vais en profiter pour vous remercier mes très, très bons intervenants du jour, Guillaume et Jeff. C'est un plaisir de présenter avec vous aujourd'hui. Et puis merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était un plaisir de pouvoir vous répondre. On sera là même après la présentation, donc n'hésitez pas. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais en tout cas, de mon côté, c'est tout bon. Non, juste prenez soin de vous et prenez soin de votre système d'information aussi. Alors, après les gestes barrières de la sécurité du système d'information en Covid-19, prenez soin de vous. Et c'est vrai, tu le rappelles, c'est très juste, Jeff, prenez soin de votre système d'information parce que la sécurité, malheureusement, passe souvent en 2e ou en 3e ou en 5e, puis des fois en 10e. Et malheureusement, quand on est attaqué, après, ça redevient une priorité, mais c'est trop tard. Donc, elle va devenir omniprésente. La sécurité de plus en plus avec les solutions SaaS. Et lorsqu'on est attaqué, on n'imagine pas des fois le temps de travail et la charge de travail que ça peut représenter derrière. Par expérience, on a quelques clients qui en ont fait la douloureuse expérience. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme on dit, le risque, quand on parle de sécurité système d'information, le risque en définitive, c'est la probabilité multipliée par l'impact. En période de télétravail et de confinement, l'impact va être beaucoup, beaucoup plus important qu'en période normale. Donc, ça veut dire qu'en cas d'événement de sécurité avéré, la partie rémédiation va être énormément plus complexe à traiter qu'en conditions normales. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger encore plus, renforcer les contrôles, ainsi de suite, parce que les conséquences, c'est exponentiel par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur une situation normale. Super. Et écoute, merci à tous les trois. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, merci. Ciao, bonne journée.